Odile, le podcast, une production de la plateforme francophone de lutte contre la désinformation. Une collaboration entre l'Organisation internationale de la francophonie et de Check First, avec Guillaume Kuster et Sophie Bonnevielle-Chénaud. Odile, le podcast est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l'espace francophone. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Odile, le podcast. Nous parlerons dans cet épisode du rapport entre les désordres de l'information et la santé mentale. Comme vous le savez sûrement, les vérificateurs doivent faire face à des vidéos et images parfois choquantes qui peuvent déclencher anxiété, troubles du sommeil, burn-out et jusqu'à la dépression. Et on va tenter avec notre invité de dégager des pistes pour faire face aux risques pour notre santé mentale. Avec moi pour animer ce podcast comme d'habitude, Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors Sophie, qui est notre invitée du jour ? Donc aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Caroline Vuillemin, qui est directrice générale de la Fondation Hirondelle depuis 2017. Elle a été en charge du projet Radio Okapi, la radio des Nations Unies en République démocratique du Congo, créé justement en partenariat avec la Fondation Hirondelle. Notre invitée est une grande connaisseuse de l'Afrique, puisqu'elle a participé à de nombreuses missions d'observation électorale au RDC, au Rwanda, au Burundi, en Afrique du Sud, au Nigeria et au Congo-Brazzaville. Je rappelle que la Fondation Hirondelle a été créée dans les années 90. Elle est basée à Lausanne et elle a créé et développé 23 médias d'information dans 22 pays confrontés à des crises majeures. On peut citer parmi ces médias les célèbres studios Kalongo au Niger ou studio Tamani au Mali. Et avant d'en entendre plus de la bouche de notre invité, passons aux actualités. Et on en a déjà parlé dans ce podcast, comment associer le jeu et l'éducation aux médias et à l'information. Voici une idée de la radio-télévision suisse qui veut toucher encore plus les jeunes et leurs familles. Avec l'éditeur bien nommé Helvétique, la RTS développe un jeu collaboratif d'investigation journalistique. On retrouve des cartes à jouer permettant de s'amuser avec la géolocalisation d'images. L'objectif du projet est de créer un outil ludique de valorisation du journalisme et du travail d'enquête. Et si ce sujet de la ludification de l'éducation média à l'information vous intéresse, vous pouvez réécouter l'épisode 2 de la saison d'Odile, le podcast consacré justement à la ludification de l'EMI. Il est encore question de podcast cette semaine et on prend la direction de la République démocratique du Congo avec ce nouveau podcast lancé par Balobaki. Balobaki fait partie de notre communauté Odile, riche désormais d'une centaine d'initiatives. Ange Kassongo, qui est la directrice du site de vérification de faits, a annoncé le lancement du podcast D'abord les faits. Il a pour but de mettre en lumière les efforts des responsables des médias pour lutter contre les discours de haine, la mésinformation, la désinformation en période électorale. Une question centrale donc, puisqu'on sait que la moitié du globe vote en 2024. On va faire un détour par le Maroc maintenant. Saviez-vous que seuls 31% de la population faisait confiance dans les sources d'information ? C'est un chiffre très faible qui a été révélé par le Digital News Report de l'Université d'Oxford en Angleterre, un rapport toujours très attendu. Et comme chaque année, le Reuters Institute for the Study of Journalism étudie comment les publics consomment l'information dans 47 pays. Un autre chiffre marquant pour les pays francophones, en Suisse, l'intérêt des publics pour l'actualité a diminué et le groupe de personnes ayant un répertoire d'information limité, les privés d'information, a augmenté. Il représente aujourd'hui environ 40% de la population adulte en Suisse. Et on termine par cette masterclass estivale proposée par Code for Africa. Elle porte sur la manipulation et l'interférence de l'information. Les participantes et participants à cet atelier en ligne apprendront à identifier les tactiques de désinformation courantes et à enquêter sur la manipulation de l'information. Les ateliers se dérouleront les mercredis et jeudis à 12h GMT à partir du 16 juillet. Alors, si cet atelier vous intéresse, vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le site de Code for Africa. Caroline Vuillemin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va essayer d'en savoir plus aujourd'hui sur cette question à laquelle on pense, il faut le dire, pas très souvent, qui est celle de la santé mentale des journalistes, des vérificateurs d'information. On peut peut-être commencer ce podcast par un chiffre qui a été trouvé par Sophie. 60% des professionnels des médias font état de niveau élevé d'anxiété. 1 sur 5 signale des signes de dépression. C'est une étude datant de 2022 de l'ONG The Self Investigation qui est spécialisée dans la santé mentale des journalistes. Est-ce que ce chiffre vous étonne ? Alors, malheureusement pas. En tout cas, je pense que nous, les rédactions que nous appuyons et avec lesquelles nous travaillons, vu qu'on est par mission avec la Fondation Hirondelle spécialisée dans les zones de crise,
les personnes, les journalistes, c'est avant tout des êtres humains, donc ils ont à double titre. Nous, c'est sur quoi on s'est pas mal interrogé, le risque de souffrir de ces traumas. D'une part, parce qu'ils peuvent être témoins sans être journalistes et victimes de violences. Là, je pense à notre équipe en République centrafricaine qui a vécu en tant que citoyenne, tous les combats lors de la guerre entre les Anti-Balaka et les Seleka 2013-2014. Et puis évidemment aussi, en tant que journaliste, aller enquêter, aller donner la parole, tendre le micro à des victimes qui racontent, et là, se retrouver face à une souffrance, face à des émotions, sans savoir forcément les gérer, savoir quoi en faire, et se retrouver soi-même pas bien et fragilisé. C'est vrai que Guillaume en parlait à l'instant, c'est un peu un des derniers tabous de la profession, la santé mentale des journalistes qui sont habitués, en tout cas connus pour leur résilience, voire leur résistance. Vous le rappeliez à l'instant, notamment dans les zones de crise que vous couvrez à la Fondation Hirondelle. Est-ce que, somme toute, ce tabou, même si le mot est un peu fort, est-ce que vous pensez qu'il est en train de se lever? Est-ce que la parole se libère et est-ce que des initiatives sont prises par les rédactions pour tout simplement y faire face? Je pense pas assez. Et encore une fois, c'est difficile de généraliser sur différents contextes, différents continents. Évidemment, nous, par exemple, quand on va vers nos journalistes et qu'on leur dit comment ça va, la première réponse c'est ça va. Et puis, quand on essaye de venir en disant, voilà, on a identifié des soutiens psychologiques, vous pouvez appeler tel psychologue, on nous dit, on n'est pas fou, on n'a pas besoin de psychologue. Donc, il faut en fait trouver les mots et trouver surtout le contexte culturel pour faire comprendre qu'on est en train de parler, par exemple, comment tu as dormi, est-ce que tu fais des insomnies, est-ce que tu as perdu l'appétit, est-ce que c'est pas juste une bière à la sortie du travail, mais maintenant c'est 3-4 bières, et trouver la confiance, l'espace de dialogue protégé, où les journalistes, hommes et femmes, se sentent en confiance pour parler. Et ça, franchement, c'est pas la force du milieu médiatique. Ça reste un milieu aussi où on ne doit pas montrer ses émotions. Moi, on m'a fait remarquer, il y a des journalistes qui nous ont dit, mais on ne doit pas donner notre opinion. J'étais là, mais c'est pas... Là, je te demande pas au niveau éditorial de séparer les faits des opinions. Je te demande ce que toi, tu ressens. Et c'est important que tu sois conscient de ce que tu ressens pour faire un travail équilibré, indépendant. Parce que si tu n'es pas conscient de ton ressenti, ça peut t'empêcher de faire un travail ensuite équilibré. Donc, moi, je trouve qu'il n'y a peut-être pas encore assez qui est fait. Ça coûte cher. Ça tombe à un moment où les rédactions, elles sont toutes en train de faire face à des vraies difficultés financières, de fonctionnement, de payer les salaires, de pouvoir déployer en mission, etc. Donc, pour pas mal de directeurs de médias, directrices de médias, rédaction en chef, c'est pas vraiment possible. Alors justement, si on fait 2 pas en arrière et qu'on revient sur cette notion qui, je pense, est fondamentale, pour avoir été moi-même aussi journaliste et avoir travaillé dans quelques rédactions, ce que vous dites est très juste sur cette notion de on ne doit pas montrer de signes de faiblesse, y compris dans la rédaction. Parce que c'est un milieu qui est concurrentiel, qu'on ne veut pas apparaître comme quelqu'un qui n'est pas capable d'assumer le choc, qu'on utilise beaucoup l'humour noir aussi, parce qu'on gère des nouvelles qui sont parfois terribles et on essaie de s'en détacher de cette manière-là. Et très souvent, quand quelqu'un a un problème ou fait face à une question de santé mentale, on se rend compte à l'arrêt maladie, et encore, parce qu'en revenant, les gens ont des difficultés à avouer ce qu'ils ont traversé, et ils reviennent en disant non, mais t'inquiète pas, tout va bien, maintenant c'est réglé, alors qu'on a mis un plastron sur une jambe de bois. Cette notion-là, est-ce que du dialogue et de l'engagement du dialogue avec les journalistes, est-ce que c'est une des clés pour vous avant même de parler de formations qui sont proposées par les employeurs? Oui, et nous, en fait, on s'est rendu compte que on a fait aussi, par exemple, des séances collectives sur la question des abus de pouvoir et le harcèlement en rédaction, ce qui n'est pas un sujet facile. Mais pour arriver à parler de ça, voilà, c'était justement de mettre les collègues ensemble, de leur demander
comment ça se passait au travail, est-ce qu'ils étaient à l'aise, est-ce qu'ils avaient la boule au ventre, est-ce qu'ils avaient des soucis. Et puis, c'est petit à petit, et c'est en donnant le temps, en prenant sur, malgré les plannings de production, l'antenne, le direct, etc., les délais, isoler les journalistes quelques heures et les faire sortir de leur quotidien, de la tête du guidon, et pas tout de suite devenir avec, bon alors, santé mentale, t'en es où? Mais déjà de les faire s'exprimer sur voilà, comment ça se passe au travail, et puis comment tu te sens. Et puis là, ça permet d'ouvrir quelques vannes et puis d'identifier celles et ceux qui pourraient avoir un peu peut-être besoin de plus, et aller ensuite individuellement. Il y en a pour qui cette question justement de la précarité, hein, on l'évoquait à l'instant, est particulièrement prégnante. Ce sont les freelances, les pigistes, qui sont nombreux également en radio, on le sait. Alors pour eux, la question de la santé mentale, elle est encore plus difficile à appréhender et à exprimer, notamment dans les rédactions où les autres, eux, sont salariés. Oui, puis elle est d'autant plus difficile qu'ils sont seuls, ils ne sont pas dans le collectif. Donc on identifie moins facilement un collègue avec lequel on n'a pas de contact physique. On peut lui parler tous les jours, mais si vous êtes à Bamako en rédaction et le correspondant il est à Tombouctou, et on en a, on les voit peut-être 1 ou 2 fois par an. Et c'est très compliqué. Du coup, il y a l'isolement de ces pigistes, il y a plus de précarité, et puis il y a encore moins d'outils, ou en tout cas de soutien possible quand on est loin de la rédaction centrale. Alors justement, ça me fait réfléchir sur les solutions à aborder. Alors plusieurs sont évidemment possibles, mais on va vous entendre là-dessus. Est-ce que, de votre point de vue, le plus efficace, ce serait pas d'avoir une approche qui est extérieure à la rédaction, justement, pour ne pas confronter ces peurs face aux collègues dans la rédaction, pour pas avoir à les admettre, quitte à s'asseoir sur une notion qui devrait être traitée plus tard, dans le bon fonctionnement des rédactions, et puis se dire la priorité, c'est la santé mentale du journaliste individuel, et donc il faut le prendre à l'extérieur de la rédaction, ou alors est-ce qu'il faut, à chaque conférence de rédaction tous les matins, aborder le sujet en disant, bon, hier, on a eu une grosse journée quand même, comment ça va les filles, les gars? C'est une combinaison des deux. Est-ce qu'on priorise l'approche à l'extérieur pour vous, pour commencer peut-être? Je pense que c'est quand même un peu des deux. Un rédacteur en chef ou une rédactrice en chef, c'est un meneur d'équipe. Donc, il doit, quand ils font les débriefs le lendemain des éditions, lors des conférences de rédaction, sentir un peu le pouls de son équipe. Mais nous, on a externalisé tout le côté métier technique, quasi médical, parce qu'on n'est pas des psychologues, on n'est pas des professionnels. Et tu peux écouter un collègue, tu peux être son confident, mais il y a un moment, si tu n'es pas toi-même professionnel, c'est très compliqué. Et c'est même peut-être dangereux. Donc, mais là, on fait face à un autre problème. Voilà, c'est à Bangui, si on enlève les ressources que MSF et le CICR mettent à disposition, il y a 2 professionnels en termes de psychologie au travail et de bien-être au travail pour toute la ville. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'ouvrir des lignes d'écoute, de passer par un travail à distance? Je pense que de plus en plus de professionnels nous disent que c'est possible à distance. Avant la Covid, il y avait peut-être plus de résistance ou de réticence à dire maintenant ça doit être du face-à-face, etc. Là, nous, dernièrement, on a cherché pour du soutien sur Bamako, par exemple, et on nous a donné les références d'un cabinet à Dakar, au Sénégal, qui s'est spécialisé et qui garantit l'écoute, la disponibilité, tout ça à distance. Donc, je veux dire, si on peut rien faire d'autre, proposons ce qui peut être fait à distance. L'idéal, j'imagine que ça reste en présentiel, sur place, mais il y a certains endroits, je sais pas, à l'époque, nous, quand on travaillait au Sud-Soudan, et ça date, on a terminé en 2014 à l'époque avec Miraya, mais c'était déjà un problème avec nos collègues sud-soudanais. Les collègues journalistes qui travaillaient à Miraya, on en avait à peu près un tiers qui étaient des anciens enfants soldats.
Euh, et on s'était tous dit, bah ça y est, ils ont un job, ils vont refaire leur vie et tout. Mais en fait, ben non, il y avait il y avait des souffrances, il y avait des traumas, il y avait de la violence. Et avec certains, c'était vraiment compliqué et dur, mais il y avait aucune ressource à Djouba, il y avait rien. Le syndrome post-traumatique peut pas être évacué comme ça, même avec une stabilisation de la situation sociale. Effectivement, il faut un traitement, c'est ce que disent les professionnels de la santé. Sophie, je pense que tu voulais aborder aussi la question de la prise en charge de ces questions-là dans les rédactions. Oui, effectivement, il y a quelques rédactions qui, à ma connaissance, ont mis en place un système de référents ou référentes santé mentale, même si parfois on ne l'appelle pas ainsi. Est-ce que ça peut faire partie des pistes pour, je pense notamment aux petites rédactions, d'avoir quelqu'un ou voilà, un responsable à qui s'adresser? Sur le principe, je pense que c'est bien que dans une équipe, on sache qu'il y a un point focal ou une personne ressource. Nous, encore une fois, on en a mis en place sur ces questions d'abus de pouvoir. Hein, et c'est des journalistes qu'on a formés, qui font ça en plus de leur travail de journaliste, parce qu'ils ne sont pas 8 heures par jour le point focal. Donc, ils ont reçu une capacité d'écoute, une capacité de prendre l'information confidentiellement, etc. Et puis ensuite d'aller chercher des ressources pour traiter les situations. Donc, moi, je pense que oui, on ne peut pas imaginer des professionnels, peut-être ça se fait dans les très très grandes rédactions où il y a des postes permanents, mais dans la plupart des rédactions, avoir une ou deux personnes avec un minimum de compétences sur savoir, encore une fois, comment accueillir la personne qui vient vers toi, l'aider à aller vers des ressources professionnelles et puis peut-être en tout cas informer la direction, la hiérarchie qu'il y a ce cas et qu'il faut faire quelque chose. Moi, je pense que c'est une bonne piste, oui. Il y a peut-être aussi, j'y pense, une partie aussi sur la formation. Je pense notamment à la formation des journalistes. Moi, j'ai fait une école de journalisme il y a quelques années et la question de la santé mentale était totalement absente, en tout cas moi, de mon cursus. On nous apprenait à comment couvrir les informations, même les plus difficiles. Par contre, on ne nous apprenait pas vraiment à comment on y faisait face, notamment le soir, une fois qu'on était rentré chez nous. Est-ce que cette partie-là, justement, formation des professionnels, elle peut être à étudier? Oui, alors, clairement, et par exemple, là en ce moment, on est en train de soutenir des médias en Ukraine et on travaille avec le DART Center qui est spécialisé exactement dans ce domaine-là. Sécurité. Au début, c'était la sécurité physique des journalistes et très rapidement, ils ont associé les enjeux de sécurité psychologique en termes de prévention et post-événement. Et donc aujourd'hui en Ukraine, malheureusement, toute une partie des journalistes ukrainiens, ils n'étaient pas préparés à vivre une guerre, à devoir couvrir une guerre. Et il y a beaucoup de programmes aujourd'hui avec le DART Center, je pense aussi à ce que fait RSF, avec le Lviv Media Forum, pour outiller les journalistes, former les journalistes à savoir reconnaître des symptômes, quelques bonnes pratiques, hygiène pour éviter peut-être une détérioration de la situation et que les collègues aussi soient attentifs et qu'on soit un peu tous des témoins actifs de comment je vais et on va tous ensemble comme collectif. Ce qu'on entend de votre témoignage et de ce que vous retirez de votre expérience, c'est que la situation est tendue d'abord parce que les formations ne sont pas forcément mises en place, qu'il y a aussi des pressions qui sont liées à la manière dont ce milieu médiatique, mais c'est la même chose chez les vérificateurs aussi, est constitué, des concurrences à l'intérieur de la rédaction, de la manière dont on veut s'afficher par rapport aux autres, etc. Et qu'il y a évidemment la contrainte aussi financière qui fait que les moyens sont limités et qui sont investis prioritairement ailleurs que sur ces questions-là. Ce que j'entends également, c'est que au même titre qu'on forme des secouristes et qu'on est supposé en avoir dans tous les lieux de travail, il faudrait avoir des secouristes de la santé mentale, mais ça également, ça a un coût, ça demande des plans de développement. Là où j'aimerais vous amener, c'est de voir s'il y a des moyens de détecter soi-même des signes de problèmes liés au traitement d'informations dures, et s'il y a des méthodes à
appliquer à soi-même pour éviter de sombrer dans la dépression ou dans les troubles qui sont liés au traitement de ces informations? Oui, nous, on a eu pas mal de discussions en lien avec ce que vous disiez, hein, que c'est mal vu de dire ça, moi je le sens pas, je veux pas partir sur ce reportage, ou ça fait écho à quelque chose que j'ai déjà vécu, que j'ai déjà couvert, ou qui s'est passé dans ma vie. Ça, c'est aujourd'hui, nous on encourage nos journalistes à avoir ce type de discussion-là avec la rédaction en chef. Homme ou femme, de dire, écoute, ce reportage, je veux pas aller le faire. Par contre, ou au contraire, celui-là, je veux aller le faire. Il n'y a pas de problème. Et du coup, de pas toujours que ce soit les mêmes qui partent sur les situations les plus difficiles. On a eu l'exemple au Burkina Faso de journalistes femmes qu'on a envoyées interviewer dans les camps de déplacés, des femmes qui avaient subi des violences sexuelles. En disant, une femme peut poser la question à une femme. Ouais, sauf qu'on les a envoyées sans les préparer et qu'elles ont entendu des histoires horribles et elles sont toutes revenues complètement traumatisées, quoi. Et elles n'osaient pas après dire non au rédacteur en chef parce qu'elles avaient peur de paraître comme faibles. Et puis oui, vous n'êtes pas aussi forte que vous le dites, vous voulez faire le même travail que les hommes, blablabla. Donc, il faut vraiment effectivement dire aux journalistes, aux correspondants qu'il faut cette discussion. Est-ce qu'on se sent de le faire ou pas, de pouvoir dire donne-moi les outils pour aller faire ça. Et puis les signes, moi je suis pas experte, mais encore une fois, quand on commence à faire des cauchemars, quand on commence à perdre le sommeil, à plus avoir envie, à avoir des images qui reviennent, à plus oser ouvrir son téléphone parce que on sait pas ce qu'on va recevoir, parce qu'on a fait des photos et on a demandé à quelqu'un de nous envoyer des photos sur tel ou tel événement. Et enfin voilà, il y a des petites choses, enfin c'est pas des petites choses, mais il y a des choses du quotidien qui pour moi sont quand même déjà des signes importants à identifier. Justement, une fois qu'on a identifié ces signes avant-coureurs, en tout cas, ou parfois ces signes carrément réalistes, réels, qu'est-ce qu'on peut faire? Notamment, je pense, quand on est seul, quand on est freelance et qu'on n'a, par définition, pas de beaucoup de moyens. Est-ce que la clé, c'est demander le soutien psychologique, ou bien de s'adresser au Dart Center, à RSF? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est seul? Alors, je pense que oui, que les organisations qui ont pour mission d'aider les journalistes comme RSF, comme le Dart Center, soient contactées, soient connues du plus grand nombre en termes de correspondants, de freelance et des journalistes, ça c'est super important. Oser aussi, alors après il y a peut-être des problèmes de moyens, mais encore une fois, si quelqu'un rentre dans une clinique d'MSF et dit voilà, je vais pas bien, j'ai ce problème-là, au même titre que MSF va soigner des gens qui viennent parce qu'ils ont une jambe cassée sans leur demander de payer, ils vont soigner cette personne-là. Donc pas hésiter à aller vers les centres de santé quand il y a des ONG, quand il y a des professionnels de santé. Peut-être c'est pas évident pour tout le monde que la santé mentale c'est comme la santé du corps, hein. Et pour les médecins il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de tabou, et il faut rentrer dans le dispensaire au même titre que si on avait quelque chose de physique. On l'a dit au début de ce podcast, il y a des différences de traitement sur le lieu de travail de ces questions-là, parce que la structure de la société fait qu'on identifie bien, par exemple en Europe, la différence entre la vie privée, la vie professionnelle, etc. Mais on a aussi d'autres traditions dans d'autres parties du monde où la communauté joue tout de même et encore un rôle très important, et celui-là, il est extérieur au lieu de travail. Est-ce que vous avez des souvenirs ou des expériences de moments où la communauté a pu venir en soutien de quelqu'un qui se trouvait en détresse par rapport à son métier de fact-checker ou de journaliste? Oui, clairement. Que ce soit le cercle familial ou par les affinités, qu'elles soient linguistiques, ethniques, culturelles dans une rédaction, les gens vont avoir des liens plus forts et pouvoir s'entraider. Il y a aussi de parler de ça dans sa langue. Ça, c'est aussi pour nous une vraie difficulté. Les quelques fois où on a pu avoir des professionnels psychologues, moi, ils parlaient en français en Centrafrique, au Burkina, au Mali. Puis à un moment, les personnes, nos journalistes, nos correspondants, ils avaient besoin d'exprimer dans leur langue maternelle.
Puis là, là, il n'y a plus en face des experts dans ces langues-là. Alors, trouver des collègues ou des gens dans la communauté. Très souvent, on nous dit que les personnes qui font de l'animation culturelle ou qui sont des figures d'une municipalité ou d'un arrondissement, les chefs traditionnels et tout ça, ça peut être aussi des personnes ressources et même culturellement des personnes vers lesquelles nos collègues vont plus naturellement aller qu'un personnel médical. Et là, c'est au cas par cas. Il faut être, en tout cas, quand on cherche déjà à débloquer la parole, à ce qu'il y ait un premier contact et que la personne puisse dire « je vais pas bien », si elle peut le dire à un chef religieux traditionnel ou à quelqu'un de confiance dans le milieu culturel ou ailleurs, et plutôt qu'à un clinicien, c'est toujours ça de gagner. Si on pouvait retenir comme ça les 3 idées là, de tout ce que vous nous avez expliqué, Caroline, moi je dirais qu'il y a une notion d'adaptation à la culture locale et aux langues locales, vous l'avez rappelé à l'instant. Trouver aussi des approches propres à son média ou à sa rédaction, ça c'est pour la partie rédaction au chef, et puis la formation des professionnels. Est-ce que ce serait ça les 3 grandes idées à retenir ? Oui, et puis je pense, vous y faisiez référence, essayer de vraiment rappeler que dans les milieux de formation de journalistes, que ce soit les écoles de journalisme, les universités, ces sujets soient abordés pour que les générations qui arrivent soient pas étonnés qu'on parle de ça et au contraire attendent et puissent même, quand elles rentrent dans une rédaction, aller voir leur rédacteur en chef et leur dire alors avec qui je peux parler, qu'est-ce qui est en place, ou s'il y a rien en place, qu'est-ce qu'on fait, et que qu'en amont et au niveau des centres de formation, ce soit pris en compte, au même titre qu'aujourd'hui, je pense la sécurité physique, c'est un sujet. La sécurité et le bien-être mental devraient être abordés. Alors, on va se mettre un peu dans la prospective et puis même dans la fiction, en imaginant qu'on vous alloue un gros budget. Vous commencez par quoi ? En fait, moi, je commencerai par un état des lieux, soit par un sondage individuel ou des focus group où les gens si le groupe et la discussion est possible pour voir à peu près d'où on part et voilà, s'il y a des choses qui sont communes et qui peuvent être adressées par des services des processus qui changent ou des groupes de parole, et s'il y a des cas graves de l'individuel. Et puis je pense qu'il y aurait une grande partie de cette ressource qui irait à former dans les rédactions des personnes qui peuvent recevoir, écouter et ensuite diriger vers des services professionnels pour vraiment qu'il y ait au sein cette notion de référent et de personnes ressources et qu'elles puissent faire ce travail, y compris un travail de communication dans la rédaction, d'avoir des affiches, d'avoir peut-être un numéro vert, voilà, de dire vous allez pas bien, ou au contraire de proposer une après-midi au vert, un match de foot, quelque chose, des choses qui remettent les gens ensemble, comme ça celui qui a l'air pas très bien puis qui parle plus et tout ça, il vient au match de foot et puis il reprend peut-être un peu parce qu'il y a l'isolement qui vient souvent aussi dans ces situations-là. Donc j'investirais beaucoup dans les rédactions, dans des compétences et donner des moyens, du temps, donc c'est de l'argent, aux rédactions de pouvoir créer cet espace, ce contexte où on peut être plus à l'écoute, proposer des moments, proposer du soutien et dans le préventif, créer ces espaces de convivialité, de bien-être. Oui, donc entre autres avoir ces secouristes du travail, mais secouristes de la santé mentale dans les rédactions. Caroline Willemin, directrice générale de la Fondation Hirondelle, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être notre invitée aujourd'hui. Merci à vous, merci pour ce sujet important. Merci. Merci de nous avoir suivis.
Retrouvez Odile le podcast sur toutes vos plateformes de podcast favorites. Et retrouvez toutes les actualités d'Odile sur le site odile.org, odil.org et sur X Odile Plateforme.